Le cas de Trump, de la façon dont moi je le comprends, peut-être que d'autres personnes ajouteront des éléments éventuellement, mais le premier jet, c'est ça, c'est les fausses chicanes dont on a beaucoup parlé récemment avec Elon Musk notamment. Mais on a montré toute la série qui remonte à Jeff Sessions et à Steve Bannon. Donc, les fausses chicanes, aussi la stratégie de l'effet miroir. Ça, c'est les fausses chicanes. Je pense que tout le monde a bien compris ça. On ne reviendra pas là-dessus aujourd'hui. Le numéro 2 non plus, on ne reviendra pas là-dessus non plus. L'effet miroir, le fait de se faire accuser lui, alors qu'il est innocent, de trucs dont les autres sont coupables, de sorte que lorsque lui va éventuellement les accuser, ils ne pourront pas dire c'est pas vrai, c'est pas de la. C'est pas ce que tu penses. Non, mais vous m'avez accusé exactement de ça, et donc c'est quelque chose de réel. Donc, la théorie des fausses chicanes. La théorie des fausses chicanes, on a expliqué ça dans Trumpologie 102. C'est le truc initial en 2019 où est-ce qu'on a expliqué la théorie des fausses chicanes. L'effet miroir, on l'a expliqué une première fois dans Trumpologie 101 avec le rapport Mueller et tout ça, et le fait de se faire accuser, lui, de ce dont les Clinton étaient coupables, c'est-à-dire la vente de secrets à la Russie, collusion avec la Russie, etc. Et on l'a expliqué dans le dernier web journal, c'est ça. Et aussi se servir de ses ennemis, par exemple avec von der Leyen présentement. Comment expliquer cette capitulation de l'Europe lors des négociations, l'octroi d'investissement de 1,4 trillion de dollars aux États-Unis? Tout le monde le dit, y compris Jacques Attali dit l'Europe s'est effondrée, etc. Comment Trump a-t-il pu faire plier la hyène? Comment peut-il renverser ses adversaires? Parce que la meilleure preuve que Trump, c'est pas de l'opposition contrôlée, que Trump ne joue pas dans le camp de l'État profond, c'est la façon dont il fait plier ses adversaires. Si Trump était dans la même game que von der Leyen et puis Jacques Attali, etc., ben, l'Europe ne serait pas comme prise en étau, critiquée pour son manque de liberté d'expression, ses politiques migratoires, ses politiques de censure de certains partis politiques, etc. Il ne ferait pas plier l'Europe. Il utilise présentement, et c'est ce qu'on va voir dans Se servir de ses ennemis, il utilise présentement la merde qui existe contre von der Leyen, c'est-à-dire toutes les enquêtes sur elle, les courriels avec Pfizer. En Allemagne, il y avait des contrats de défense, etc., pour la faire plier. Juste ça, c'est un bon indicateur qui nous permet de comprendre qu'ils ne jouent pas dans la même équipe. Juste ça, là. Il y en a comme évidemment des millions, mais juste ça. Juste ça, OK? Après ça, donc, c'est la notion de la pédagogie, c'est-à-dire le fait de dérouler les informations au compte-gouttes sur une longue période, puisqu'on ne veut pas que les médias, l'État profond, tu fais une grosse annonce, puis là, tout d'un coup, il y a une fusillade ou il y a un attentat, il y a comme qui fait, puis on oublie complètement ce dont tu voulais parler. Et ou bien, tu sors des trucs, puis ça ne reste pas dans la psyché. Il faut comprendre la psyché, la psychologie collective. Et pour que quelque chose s'imprègne dans la conscience collective, elle doit être disséminée sur le long terme. La psychologie populaire, c'est quelque chose d'extrêmement exogène et introduit dans la conscience collective. Il est initialement rejeté. Donc, il faut que tu y ailles au compte-gouttes tranquillement pour que ça prenne racine dans la conscience collective. Éventuellement, c'est accepté. C'est les 3 phases de Schopenhauer. Une vérité est initialement rejetée, puis après, elle est moquée, et puis après, elle est acceptée comme une évidence. Mais ça prend du temps. Donc, c'est avec la connaissance de la psychologie collective que Trump opère sur des principes de pédagogie. Et c'est pour ça que les gens disent ça prend du temps, mais c'est malheureusement, c'est ça. Tu peux pas. On voudrait que s'il y aille plus vite, puis c'est pour ça qu'on pensait qu'il allait avoir des arrestations dans son premier mandat, puis finalement non, etc., etc. Mais bon, pédagogie, c'est la notion de pédagogie, c'est le point 4 du code Trump. La double trame narrative, on en a parlé dans certains, dans certains web journaux, c'est-à-dire qu'il y a 2 trames narratives parallèles dans les événements avec Trump. C'est pour ça que c'est confondant des fois. Il y a comme 2 interprétations. Il y a l'interprétation des démocrates et des médias et tout ça, puis il y a l'interprétation des républicains. Ça existe partout un petit peu, la double trame narrative, mais Trump la cultive. Et on va comprendre pourquoi Trump cultive la double trame narrative. Aussi, la théorie du risque zéro, surtout en relations internationales, la théorie du risque zéro. Et finalement, en ce qui concerne les enquêtes, etc., la distanciation. Trump, en tant que président, veut avoir les mains propres. Il ne peut pas lui-même annoncer la déclassification d'Epstein, parce que, ou bien l'Obamagate.
ou bien les arrestations de Clinton, parce que ça a l'air qu'il opère une vengeance politique. Et les médias ont toujours dit ça. Trump va utiliser les généraux pour se venger. Trump va utiliser le département de la justice pour régler ses comptes, etc., etc. Et donc, tu vas avoir l'air présidentiel et tu ne veux pas avoir l'air d'un gars qui est arrivé à la présidence, parce que c'est ça le personnage qui crée les médias. Hein, et Trump les alimente aussi un peu, mais tu veux, en ce qui concerne les choses importantes, tu veux que ça se fasse de façon... Tu ne veux pas avoir l'air d'être le gars qui opère une vengeance politique alors qu'il arrive au pouvoir. Non seulement ça, tu vas avoir donc le président lui-même doit avoir les mains propres. La justice doit être complètement indépendante. C'est pour ça qu'il y a eu des chicanes avec Jeff Sessions, avec Bill Barr, etc. De sorte qu'il ne militarise pas la justice, il n'instrumentalise pas la justice. Mais pas seulement ça, c'est que non seulement il crée cette distance avec le département de la justice, avec des fausses chicanes, mais il s'arrange pour que finalement, en informant par les réseaux sociaux, parce qu'officiellement, il y a une chicane, par exemple, avec ces ministres de la Justice où il ne rend pas tout public, etc., etc. Mais d'un autre côté, il opère une double stratégie de communication et il informe sa base, il informe sa base sur... Et là, la base commence à s'impatienter, puis à demander, puis il commence à voir, lui, objectivement, il est au-dessus de ça, mais il insuffle de l'insatisfaction et de la frustration à sa base, littéralement, pour que les gens demandent finalement que ce soit qu'il y ait cette espèce d'explosion là, on les voit partout, les memes sur Internet, de personnes qui disent, là, c'est le temps, là, arrêtez quelqu'un, for God's sake. Et puis, cette espèce de frustration, on veut des arrestations, il faut que ça vienne de la base. Jeffrey Epstein, il faut que maintenant les démocrates, il faut que ça vienne de la base, il ne faut pas que ce soit lui qui le fasse. Donc, distanciation, main propre, je ne sais pas comment le nommer, le point 7, là, la notion de la distanciation. C'est les fondements de son analyse politique, de son action politique, le code Trump. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. OK? Comprendre Trump, c'est essentiel pour notre action politique. C'est pour ça que j'essaie de systématiser ça. On nous présente toujours comme Trump comme quelqu'un de chaotique qui ne sait pas vraiment ce qu'il fait, alors que c'est l'homme le plus méthodique. C'est exactement le contraire. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est la méthode Trump, le code Trump, montrer qu'il est méthodique, il n'est pas chaotique. L'avantage va dans la guerre, dans les affaires et dans la vie, à celui qui ne divulgue pas son plan et qui persévère jusqu'à la fin. Je vous montre le clip. Advantage in life, in business, and in wartime goes to the competitor that does not flinch and does not broadcast his game plan. That does not broadcast his base plan. Donc, vous allez avoir un Trump qui va dire quelque chose devant les médias, mais qui va avoir une action différente. Ça, je l'ai expliqué. Ne regardez pas les déclarations, regardez les actions. Et notamment, je vais donner un exemple de ça. Dans son entrevue la semaine dernière avec Miranda Devine du Air Force One podcast, une influenceuse populaire en Australie, et lui a donné une entrevue, avant de revenir à Mike Flynn et de Trust the Plan, là, Miranda Devine, il lui donne une entrevue et il dit finalement « Ah, tu sais, Hillary Clinton a fait quelque chose d'épouvantable sur moi. » Il parle d'Obamagate, là. Ils ont concocté ce dossier pour me... C'est de la trahison, etc. Là, il arrive puis il dit « Ah, mais là, j'ai été magnanime. J'ai finalement laissé faire. Je pensais que ça allait être mal pour le pays de la mettre en prison. Et donc, j'ai eu grand cœur un peu. » C'est ce qu'il dit essentiellement. Je vais vous montrer le clip, là. Et donc, encore une fois, ça explique ce truc de la distanciation. Il ne faut pas qu'il ait l'air de celui qui se venge. Il faut que la justice soit complètement autonomisée, malgré ce qu'il dit là. Donc, il y a encore une fois, il y a de l'information qui est disséminée dans les médias. Et il y a une information pour les Anon. Il y a 2 trames narratives ici. On s'entend? Continue à retweeter des images de tout le monde doit être rien ne va être réglé tant que les gens ne seront pas en prison, etc. Et donc, à sa base, il dit quelque chose. Et aux médias, il dit autre chose. Ça fait 2 des points du code Trump. Vous avez la double trame narrative et vous avez la distanciation, les mains propres. Avec les médias et la main propre,
Je voulais pas me venger, mais avec sa base, il dit ils s'en vont tous en prison. Okay? Je vous montre l'entrevue rapidement avec Miranda Devine. Made up. Do you feel angry now? Yeah, I do a little bit. Yeah. So, we had Hillary Clinton down to whatever we wanted to do with her, and I felt it was inappropriate. She's the wife of a president. She was a Secretary of State, and we could have done a very big number. Yeah. And I said, we don't want to be doing that. Let's, put it into the country and not. On va pas faire ça. On va pas mettre en prison la femme d'un président. On peut pas faire ça au pays. The concept of putting her in jail, indicting her, all the things that you have to do, it's tough stuff. And I said, we don't want to do that. In fact, you remember I made speeches when I mentioned her name, they started to lock her up. Yeah. And I said, no, this is after we won. We just won. Vous avez une trame narrative pour les médias. Et puis, il peut dire la même chose avec Barack Obama. Mais plus tard, il dit finalement, mais là, on se rend compte de tout ce qu'ils ont fait parce que des nouveaux documents sont sortis, puis ça va très loin, etc. Et donc, ça change tout. Le fait que des nouveaux documents sortent, ça change tout. Et ça, c'est comme, encore une fois, cette semaine, l'annexe Durham qui est sortie. Et c'est exactement ce que j'avais expliqué il y a 2 ans. Lorsque Durham avait sorti son rapport, et finalement, il n'y avait pas d'accusation, puis là, tout le monde se moquait de moi, encore une fois, je disais, il y a probablement, j'aurais dû avoir le clip, là, j'en ai trop, là, mais je vais vous le montrer éventuellement, il y a probablement une partie du rapport qui est classifiée où ils ont passé l'ensemble du truc avec les accusations à l'intelligence militaire, aux tribunaux militaires, etc. J'ai dit ça. Je dis, c'est pas la fin du rapport. Et qu'est-ce qui se passe 2 ans plus tard? Il y a des nouveaux documents qui sortent, etc. Et c'est exactement ce qui peut se passer avec Jeffrey Epstein. Ce qui va se passer avec Jeffrey Epstein, ça va être le même modèle que ça. Là, le FBI n'a rien, etc. On n'a pas de documents. Et puis là, tout d'un coup, ils trouvent un sac. C'est ça. Là. Ils trouvent un sac de documents, genre, dans une pièce. Fait qu'ils peuvent sortir, ils ont toutes les informations, puis ils peuvent sortir les informations quand ils veulent. Okay? Donc, mais tout ça pour montrer la question de la double trame narrative et vous voyez ici, donc, my next piece is called Nothing Can Stop What Is Coming. Et ce qu'on voit justement, c'est que Trump opère de façon lente et méticuleuse. Il est méthodique, il est lent, mais il est inarrêtable. Et on voit tout ce qu'on voit en train de se produire présentement, non seulement à l'intérieur des États-Unis, mais sur la scène mondiale, vient du fait que ça a été bien planifié de façon millimétrique, de façon méthodique, et qu'ils n'ont pas brusqué les choses. Ils ne sont pas arrivés là, puis ils n'ont pas... tout a été fait en fonction de chacune des étapes de la conquête des institutions politiques. Quand Trump est arrivé là, il ne contrôlait pas le Congrès, il ne contrôlait pas le Sénat. Et il a fallu comme se débarrasser des rhinos, ce qu'on appelle non seulement les rhinos, mais ceux qui étaient compromis, comme l'ancien Speaker of the House, Paul Ryan, d'autres, comme John McCain, qui sont fait euthanasier, peut-on dire, etc., etc. Il y a eu à chaque étape des niveaux de contrôle, un niveau de contrôle accru. Et on a vu ce qui s'est passé avec Biden, le programme de continuité de gouvernement, etc. Et donc, tout ça relève d'une planification millimétrique. Et il y a beaucoup de gens qui disent, non, je ne crois pas que Trump ait tout planifié, etc. Les mêmes personnes qui vont nous dire que le Forum économique mondial comme planifie tout depuis 50 ans avec le groupe Bilderberg. Tu ne comprends pas, Alexis, ça fait 50 ans qu'ils infiltrent les institutions, etc. Les protocoles des sages de Sion, la franc-maçonnerie, etc. L'assassinat de JFK, le Deep State, ils contrôlent tout. Donc, le camp d'en face contrôle tout, un plan, lui, qui s'étale sur des décennies, voire des siècles. Et quand Trump arrive, lui, il n'y a aucune connaissance, alors qu'il connaît bien la politique américaine, c'est ce qui s'est passé avec JFK, avec Reagan, etc., les tentatives d'assassinat, tout, la façon dont les institutions sont contrôlées, ce qu'ils ont fait à Rand Paul en 2004, notamment les médias, quand Ron Paul s'est présenté, ils l'ont fait disparaître des médias alors qu'il était comme premier, deuxième dans le camp républicain. Ils l'ont fait littéralement disparaître. C'est l'erreur de beaucoup de penseurs européens de penser que Trump est exactement dans la continuité de j'ai entendu ça de comment il s'appelle, la Galacteros, puis de Xavier Moreau aussi est un peu là-dessus, dans le genre Trump essaie de sauver l'Empire américain, etc.
Trump a réduit les effectifs de la CIA, a démantelé le USAID. Le plan, c'est de ramener les troupes. Puis on nous dit qu'il essaie de sauver l'Empire américain. D'où ces géopoliticiens prennent leurs idées que Trump essaie de défendre l'Empire américain, de sauvegarder. On n'est pas du tout là-dessus. Il essaie de, au contraire, ramener la prospérité à son pays. On comprend très bien que l'Empire américain, c'était une créature de l'État profond, des réseaux atlantistes, etc. Et Trump, c'est ça que Trump démantèle. Possible. Après ça, il y a se servir de ses adversaires. Par exemple, c'est ce que Trump a fait avec Robert Mueller. Robert Mueller, qui était le directeur du FBI lors du 11 septembre, et il a littéralement lavé toute l'enquête, la disparition des preuves, etc. Il a exonéré Bush, essentiellement. Il a participé aussi à la vente d'uranium, Uranium One, etc. Mais Trump l'a pris parce qu'il était contrôlable. Donc, se servir de ses adversaires, le thème de ça, l'idée de ça, c'est qu'au lieu de détruire ton adversaire, comme tout le monde veut sur Twitter, là, tout le monde, pourquoi il n'a pas arrêté? Pourquoi il n'a-t-il pas dénoncé von der Leyen, etc.? Pourquoi? Parce que tu peux t'en servir. C'est beaucoup plus intelligent de retourner quelqu'un à ton avantage que de la détruire, puis après ça, t'es pris avec rien. C'est-à-dire, tu y vas subtilement, tu y vas en coulisses. C'est comme ça que les maîtres espions fonctionnent. Tu sais, dans le genre, si tu es en Russie, tu es le chef du KGB, puis là, tu te rends compte que ton numéro 2 travaille pour la CIA. Qu'est-ce que tu fais? Dans les bons films d'espionnage, les cas réels aussi, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu arrêtes ton numéro 2 puis tu le mets en prison pour trahison, ou tu te sers de ton numéro 2 pour couler de la fausse information aux États-Unis? Pensez-y. C'est comme ça que les espions fonctionnent, c'est comme ça que les agences de renseignement fonctionnent, c'est comme ça que Trump fonctionne. Au lieu d'arrêter une personne, au lieu de... Ça ne vaut pas pour tous, là. Il va y avoir des arrestations, mais dans le but d'arriver à la fin de son plan, de son objectif, il y a des personnes que tu veux garder en place pour t'en servir au lieu de tout détruire. Si tu détruis certaines personnes, tu ne peux pas atteindre le niveau supérieur. Vous comprenez? La police fonctionne comme ça aussi. Au lieu de mettre quelqu'un en prison, un subalterne, ils vont lui donner une sentence clémente à condition qu'il crache le morceau sur le boss. Vous comprenez le principe un peu, là. Et donc, c'est utilisé par Trump, se servir, au lieu de détruire ses ennemis, se servir de ses ennemis. Il l'a fait avec Robert Mueller, qui l'a placé. Tout le monde pensait que Robert Mueller allait écrouer Trump. Or, Robert Mueller travaillait pour Trump. Trump, avant de le nommer, et ça a été une rencontre secrète, avant de le nommer, a rencontré Robert Mueller. Les documents récemment publiés font la lumière sur la rencontre Trump-Mueller. Il a rencontré Mueller en secret 24 heures avant de le nommer Special Counsel. Puis là, après, quand c'est sorti, il a dit « Ah, je voulais juste savoir s'il était éligible pour poste de directeur du FBI, alors qu'il avait déjà fait son 10 ans que c'était pas possible, etc. » Il l'a rencontré pour lui dire « Tu vas devenir le Special Counsel, tu vas enquêter sur moi, puis il n'y aura aucune conclusion, il n'y aura aucune... Et en échange de... Sinon, on sort tout ce qu'on a sur toi. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as fait avec le 11 septembre, etc. Et Mueller a collaboré. Il n'a rien donné comme sentence à Trump, etc. Même chose avec Bill Barr, qui était son deuxième ministre de la Justice, qui était le ministre de la Justice sous le père Bush, George W. Bush. Et là, les gens disaient, Trump est entouré du marais, Trump est compromis, des personnes autour, il est contrôlé par l'État profond. On regarde sa nomination de Bill Barr, etc. Non, c'est encore une fois, c'est la même chose. Bill Barr qui a exonéré l'administration Bush de toutes sortes de scandales, George Bush notamment sur l'Irak-Contra, etc. Ça a été un homme de main de George W. Bush. Et donc, c'est ça, tu prends des personnes compromises et tu leur fais faire ton travail précisément parce qu'ils sont compromis. Plus une personne ou une organisation est corrompue, plus elle est manipulable. Par les patriotes aussi. Par les patriotes, je l'ai déjà expliqué. Même chose avec Joe Biden. Joe Biden, qui est probablement un épouvantable pédophile et tout ça, est compromis à l'os. C'est bien tu l'embrigade dans un plan de continuité de gouvernement où est-ce qu'il va jouer son rôle de vieux sénile jusqu'à 2 mois avant l'élection. Il va re-signer tous les ordres exécutifs de continuité de gouvernement. Il va faire etc., etc. Et là, 2 mois avant l'élection, alors que là, Michel voudrait comme embarquer, etc., là, tu sors ton deuxième pion, Kamala Harris,
qui, elle aussi, j'ai expliqué, j'ai fait un web journal de quelle façon c'était pas possible qu'elle soit autonome. Ils ont évité, Barack Obama voulait une convention ouverte, il voulait comme une convention ouverte avec des candidats pour remplacer Joe Biden, et finalement, Kamala a manœuvré pour que ce soit un couronnement. Et elle a choisi, on a tout expliqué ça, c'était son choix de Tim Kaine et ce qui lui a fait probablement perdre l'élection, parce que normalement, un vice-président, tu prends quelqu'un qui va te chercher. Kamala Harris était déjà considérée comme une extrémiste de gauche, la gauche radicale, puis là, elle a été prendre encore plus à gauche qu'elle. On sait qu'aux États-Unis, il faut que tu vises le centre lors des élections, le monsieur et madame tout le monde. Elle a été prendre le plus radical à gauche, là, avec aucun charisme. Tu sais, tu prends radical à gauche, tu prends Gavin Newsom, là, il y a une espèce de superbe, et puis, mais non, elle a été prendre une espèce de vieux sénile qui empêtré dans les histoires de semi-pédophilie ou d'avoir déserté l'armée, stolen valor, etc. Elle a été prendre le pire candidat avec des squelettes dans le placard et tout. Et elle a dit, genre, on a vu tout ça, là, tu sais, j'ai été 17 fois en Georgie. Elle a fait presque un clin d'œil à la caméra. J'ai été 17 fois en Georgie. Elle publie son autobiographie aujourd'hui, et le livre s'appelle 107 jours. On comprend qu'il faut laisser tomber les zéros. Ça fait 17. Voilà.